Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire intitulé Israël au cœur du Moyen-Orient, un magazine d'analyse géopolitique. Eh bien, nous nous penchons aujourd'hui sur la énième nouvelle donne régionale avec la décision américaine de retrait militaire, cette fois dans le nord-est de la Syrie, ce qui a immédiatement provoqué le déclenchement d'une troisième offensive turque depuis 2016 contre la région autonome kurde de ce secteur. Le tout couplé sur un autre front à la nouvelle agressivité militaire de l'Iran dans le détroit d'Ormuz, qui dure depuis quelques mois, et aussi, plus récemment, à la mi-septembre, contre d'importantes installations pétrolières de l'Arabie saoudite. Une double évolution qui, même agissant sur deux fronts, concerne directement Israël, et il y a évidemment des retombées dont nous allons parler. Alors, quelques remarques préliminaires, comme nous le faisons toujours pour situer notre analyse et ouvrir le débat avec notre invité. La Turquie a donc lancé le 9 octobre une offensive contre les positions kurdes autonomes au nord-est de la Syrie, un développement régional suivi de très près en Israël, où l'on s'inquiète de voir Washington lâcher son allié kurde au bénéfice du régime islamiste du président Erdogan. Cette offensive que la Turquie menaçait depuis plusieurs mois de lancer est en fait, nous le disions, la troisième que mène Ankara en Syrie depuis 2016. Par effet de domino géopolitique, elle risque aussi de menacer Israël sur le front syrien en faisant de la Turquie un arbitre de cette longue guerre civile entamée en 2011. Le président turc Recep Erdogan a annoncé donc le 9 octobre le début de cette nouvelle opération militaire qu'il a intitulée de manière sans doute ironique « Source de paix » contre la milice kurde des unités de protection du peuple, qu'on appelle avec ses initiales YPG, soutenue par les Occidentaux, mais qui est devenue depuis longtemps la bête noire d'Ankara. Réagissant à cette offensive, Donald Trump a estimé qu'il s'agissait pour lui d'une mauvaise idée. Et voilà ce qu'il a dit. La Turquie, membre de l'OTAN, a envahi la Syrie. Les États-Unis ne soutiennent pas cette attaque et ont clairement indiqué à Ankara que cette opération était une mauvaise idée. Fin de citation. Prier pour nos alliés kurdes qui ont été honteusement abandonnés par l'administration Trump, c'est pour sa part déclaré l'influent sénateur républicain Lindsey Graham, d'ordinaire proche du président américain, et qui a ajouté « Je vais mener des efforts au Congrès pour qu'Erdogan paie très cher cette initiative ». D'autre part, en fait, pour les autorités turques, pour le président Erdogan, cette opération vise les terroristes, ce qu'il appelle les terroristes des YPG et de Daesh. Et elle a pour objectif de mettre en place une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie. Et Erdogan a ajouté « La zone de sécurité que nous allons créer va permettre le retour des réfugiés syriens dans leur pays ». On dit que le projet d'Ankara est d'installer 1 à 2 millions de réfugiés syriens de toutes les régions qui ont franchi la frontière turque et qui campent en territoire turc. Donc Erdogan veut les rapatrier. Et quant à Trump, après avoir pris cette décision, il a semblé donner son feu vert au départ à cette opération, avant de revenir un peu sur ses propos et d'assurer que les États-Unis n'avaient pas abandonné les Kurdes, qui ont joué un rôle crucial dans la défaite militaire de Daesh. Et quant aux Occidentaux, ils ont soutenu, comme on le sait, les groupes armés kurdes contre Daesh, mais Ankara, de son côté, considère ces combattants kurdes, comme on l'a dit, comme un groupe terroriste et une menace à sa sécurité, en raison des liens serrés des milices kurdes avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui livre une guérilla sur le sol turc depuis longtemps. Alors, évidemment, pour Israël, il y a une situation, de déconvenue et d'inquiétude après cette décision prise par le président Trump de retirer le contingent américain de cette partie nord-est de la Syrie. Il avait dit d'ailleurs, quand il a annoncé cette décision, qu'il laissait Turcs et Kurdes résoudre la situation sur place. Et il a même commenté en rajoutant « Il est temps pour nous de sortir de ces guerres ridicules ». Alors après un premier retrait militaire américain effectué l'an dernier des positions le long de ce qu'on appelle l'autoroute de l'axe terroriste Téhéran-Bagdad-Damas-Beyrouth, cette nouvelle décision très décourageante de Trump
Pour les alliés des États-Unis dans la région comme l'Arabie saoudite, Israël et les Kurdes inquiètent particulièrement les dirigeants politiques et l'establishment sécuritaire de l'État hébreu parce qu'elles semblent désormais refléter une attitude passive de la Maison-Blanche qui, lors des derniers mois, n'avait pas répliqué à 2 agressions caractérisées et manifestes des Iraniens dans la région. L'interception et la destruction en juin dernier, nous le rappelons, d'un drone d'observation de l'US Army qui survolait le détroit d'Ormuz, et surtout l'attaque massive du 14 septembre dernier de 2 grands centres pétroliers saoudiens avec des missiles et des drones iraniens sur ordre direct de Téhéran, et même à partir du territoire iranien, d'après toutes les enquêtes. Une passivité qu'on explique à Jérusalem comme étant essentiellement due au fait que les États-Unis sont déjà en pré-campagne électorale en vue des présidentielles de 2020, Trump voulant prouver par là à l'opinion américaine qu'il tient bel et bien ses promesses faites voilà 4 ans de faire rentrer les boys, les soldats américains à la maison. En fait, les premiers concernés par cette décision de Washington sont les forces kurdes, qui avait pourtant aidé très activement les USA à combattre et à vaincre les milices islamistes de Daesh dans le nord-est syrien en créant une zone autonome kurde, pré-étatique, on pourrait dire, regroupant 1,5 million d'habitants avec, paradoxalement, une économie florissante malgré la guerre. La même où le nouveau sultan turc est devenu le président Erdogan voudrait maintenant installer, comme nous le disions, plusieurs millions de réfugiés syriens qui ont envahi le sud de la Turquie depuis 2011. Précisons enfin que ce retrait américain, qui a déjà donc commencé et qui est bien avancé sur le terrain, a suscité nombre de réactions hostiles dans les rangs du Parti républicain. Nous citions un sénateur dans notre introduction, suite à quoi justement, Trump a jugé bon de mettre en garde Erdogan, comme on l'a vu, mais dans un message Twitter qui a été publié le 8 octobre, quelques heures après sa décision de retrait, en avertissant que si l'armée turque s'avisait d'envahir et d'occuper les zones kurdes syriennes, ce qu'elle a fait sur le terrain pour y créer une zone de sécurité, eh bien, lui, Trump, il ruinerait l'économie turque. Donc, il a brandi non plus la menace militaire, mais la menace économique. Alors, dans ce contexte, et malgré ces rodomontades, la question, en ce qui concerne Israël, reste posée après donc ce nouveau retrait militaire américain pour savoir si l'État hébreu peut vraiment faire confiance encore aux États-Unis pour aider à préserver ses intérêts sécuritaires régionaux. Alors, pour parler de tout cela avec nous, à la fois le front turc et kurde, et puis les agissements de l'Iran, qui se font de plus en plus agressifs, se trouve à mes côtés dans le studio pour la 2e fois depuis quelques mois, Michel Gurfinkiel. Michel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient, vous êtes auteur aussi de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique. Vous êtes rédacteur en chef émérite de Valeurs Actuelles, que vous avez un hebdomadaire français que vous avez dirigé vous-même pendant de longues années, et vous êtes aussi chercheur au think tank américain Middle East Forum, qui aussi fait des analyses, et vous en produisez d'ailleurs assez régulièrement, surtout en anglais, quelquefois en français. Alors, nous étions déjà entretenus en début janvier dernier de cette année, justement au moment même où l'administration Trump avait décidé d'un premier retrait militaire de Syrie au nord-ouest de ce pays, qui pénalisait déjà les Kurdes. Et voilà que 9 mois après, Trump vient de décider d'un nouveau retrait encore plus dangereux pour les Kurdes et aussi pour Israël. Comment vous analysez ça ? J'ai cité moi-même la campagne électorale comme motif de cette nouvelle donne, mais j'imagine que vous avez d'autres choses à nous dire sur ce sujet. La campagne électorale est un contexte qu'on ne peut pas négliger. Il y a aux États-Unis un état d'esprit isolationniste ou néo-isolationniste, si l'on préfère, très important, très fort, particulièrement fort dans l'électorat qui a porté Trump à la présidence, fort également dans les autres couches de l'opinion américaine, même dans l'électorat démocrate. Disons que le schéma géopolitique selon lequel les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que d'être un leader mondial et que d'être présent géopolitiquement dans le monde entier, ce schéma qui s'était imposé non sans débat et non sans difficulté lors du plan Marshall et de la création de l'OTAN, donc à la fin des années 40, ce schéma géopolitique semble aujourd'hui en train de se déliter de manière définitive. Chacun
peut regretter l'effondrement de tel ou de tel autre plan du schéma, mais la réalité profonde, c'est que il semble maintenant que les États-Unis sont irrémédiablement engagés dans un retrait global. Dois-je rappeler que ce retrait n'a pas commencé avec Trump, puisque c'est en fait le président Obama, son prédécesseur démocrate, qui a opéré le désengagement le plus spectaculaire au Moyen-Orient en refusant soudain, de manière très abrupte, de s'engager contre le régime syrien, après avoir promis qu'il s'engagerait contre ce régime si celui-ci utilisait des armes illégales comme l'usage de gaz contre des populations civiles. Ceci s'était passé, si mes souvenirs sont bons, en 2013. En août 2013, oui. Donc, c'est une affaire déjà relativement ancienne. Trump a plus ou moins poursuivi dans cette direction. Disons que ses présupposés ne sont pas les mêmes que ceux... Non, lui, il dit America First. Il dit America First. Je voudrais dire deux choses sur Trump. On parle sans arrêt des incohérences de Trump, de la politique de l'administration Trump et, je dirais même, de la politique personnelle de Trump. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences, de paradoxes, et il y a beaucoup, d'ailleurs, de la part de Trump, d'initiatives suivies de contre-initiatives totalement opposées. Cela dit, lorsque on regarde ce que Trump a pu dire sur une très longue période, donc très longtemps avant qu'il fasse de la politique et très longtemps avant qu'il entre en campagne pour être président et qu'il soit élu président, on constate une remarquable cohérence, constance dans ses propos. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui ont maintenant 40 ans, qui représentent un jeune Trump. Il avait déjà des cheveux fougueux, blonds, etc. Mais c'était à l'époque un tout jeune homme, et un tout jeune homme à la vie personnelle très mouvementée. Ce jeune Trump disait déjà, et c'était une époque où ce n'était pas de mode de parler ainsi, il disait déjà ce qu'il a dit dans sa campagne électorale et ce qu'il dit aujourd'hui en tant que président. C'est-à-dire que le fameux schéma géopolitique dont je parlais, ce schéma avait fini par jouer contre les intérêts des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent apparaître comme la plus grande puissance mondiale, mais d'une certaine manière aussi, les États-Unis assurent la sécurité d'un monde qui profite de cette sécurité pour devenir peu à peu plus riche et plus puissant que les États-Unis. Donc ça, ce sont des choses qu'il a dit depuis extrêmement longtemps. Je crois donc qu'il y a beaucoup de cohérence et de constance dans ce qu'il pense. J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un dont la vision se limite à quelques couleurs fondamentales. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les subtilités ou les nuances, mais ce qu'il voit, ce qu'il croit être la réalité, il y tient et il est très ferme et constant dans ses quelques convictions. Et l'une de ses convictions est précisément que les États-Unis n'ont rien à faire dans une partie importante du monde. Ça leur coûte beaucoup plus cher que cela ne leur rapporte. Alors justement, très intéressant que vous précisiez ou rappeliez aux auditeurs que ce retrait, cette dimension, ce processus de retrait américain a commencé déjà depuis longtemps. Et on est dans une situation paradoxale avec, dans un premier temps, un président Barack Obama qui est un homme de gauche, pacifiste, non interventionniste, qui favorise ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire le dialogue avec les ennemis des États-Unis, fussent-ils des
des gens hostiles à toute démocratie. Donc un président idéologiquement très marqué qui mène une politique, a entamé une politique de retrait. On l'a vu avec la question de l'Iran aussi, où il a finalement un gendarme, quand il se retire d'une zone agitée, il est obligé de mettre en place, je dirais, son remplacement sécuritaire. Et en fait, on a compris un petit peu tard que Obama avait opté, après avoir vu l'échec des Frères musulmans en Égypte, sur lesquels il avait beaucoup misé, eh bien, il a opté pour faire de Téhéran peut-être la grande puissance qui allait mettre de l'ordre dans la région. Et c'est pourquoi il y a eu le pacte, disons, assez étonnant nucléaire du 14 juillet 2015 entre les grandes puissances et l'Iran, qui a en fait favorisé beaucoup l'Iran. Alors, on a un président qui avait sa ligne politique, et puis on a un autre président, cette fois-ci républicain, qui en fait continue pour d'autres motifs qui lui sont propres, comme vous venez de l'expliquer, une politique de retrait. Alors, est-ce que, si vous voulez, on pourrait peut-être aller un peu plus loin et de savoir si l'une des raisons, c'est pas aussi le fait que le Moyen-Orient est moins intéressant pour les États-Unis, parce qu'ils vont être plus ou moins autonomes dans les années qui viennent avec leur pétrole schisteux, et ils auraient moins besoin des grands pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite, et que donc, devenant autonome sur ce plan, parce que ce pétrole schisteux est son extraction est moins chère et moins polluante, semble-t-il, maintenant. Alors, est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que c'est quelque chose qui dépasse les idéologies de l'un ou de l'autre, puisqu'on retrouve la même politique? Je crois que ce serait de la part de Trump et de la part des Américains en général une assez grave erreur que de penser que le rôle du Moyen-Orient dans les questions énergétiques est fini. Le Moyen-Orient reste l'ensemble du Moyen-Orient, la région la plus importante du monde en ressources pétrolières et gazières. C'est la région du monde où les réserves sont les plus importantes. Il s'agit d'une source d'énergie qui est assez facilement exploitable. Les infrastructures sont présentes. Et j'ajouterais qu'il y a un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces formes d'énergie sont les formes d'énergie. Bien entendu, on peut imaginer toutes sortes d'autres formes d'énergie, mais ces formes d'énergie-là sont celles qui se prêtent le plus facilement à une utilisation militaire. Donc celui qui contrôlera ces formes d'énergie fossile traditionnelle garde un atout stratégique à très long terme considérable. Si les États-Unis se désintéressent du Moyen-Orient au point de laisser n'importe qui s'installer dans la région et tourner à son avantage ses ressources, on peut craindre des conséquences très importantes sur le rapport de force mondial. On sait que les Chinois sont déjà installés dans la région, que les Chinois avancent à la chinoise, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas aux échecs, ils jouent au jeu de Go. Le jeu de Go consiste, comme vous le savez, à prendre le plus de positions sans faire la guerre, mais simplement à occuper le plus de positions de manière à progressivement paralyser l'adversaire. Et à ce moment-là, on ramasse la mise. C'est ce que les Chinois sont en train de faire. Ils laissent les pays musulmans se déchirer entre eux. Ils laissent la Russie jouer son rôle dans la région. Ils sont très contents, bien entendu, du départ des Américains. Et ils sont présents partout. Et ils ont l'espoir, à moyen terme, de prendre le total contrôle de la région du Moyen-Orient et bien entendu de ses ressources énergétiques dont elle a elle-même grand besoin. Oui, en fait, on en avait déjà parlé, mais à nouveau depuis 6 mois, depuis quelques mois, la fameuse nouvelle route de la soie, le projet
chinois a marqué des points. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais je voudrais en terminer, si j'ose dire, avec l'analyse concernant Trump. Le président Trump a tweeté, c'est sa manière de communiquer avec le monde, il n'a plus besoin de porte-parole, n'est-ce pas? Il a tweeté le jour de Kippour, il y a quelques jours, que ce qui l'intéressait, c'était, il a écrit ça en grande capitale, la grande image de ses décisions. Et il a reparlé justement de ce qu'il a appelé les stupides guerres sans fin du Moyen-Orient. Il a écrit ceci: les combats entre différents groupes se déroulent dans cette région depuis des centaines d'années. Les États-Unis n'auraient jamais dû être au Moyen-Orient. Et donc ces stupides guerres sans fin pour nous se terminent. Et puis il a rajouté ceci: l'entrée au Moyen-Orient, enfin le fait de s'être impliqué au Moyen-Orient, est la pire décision qui ait jamais été prise dans l'histoire de notre pays. Et il a rajouté qu'il ramènerait lentement et prudemment, je cite, nos grands soldats et militaires chez eux, conformément à ma promesse électorale. Et il a terminé ce tweet assez curieux en disant: nous nous concentrons sur la grande image. Les États-Unis sont plus grands que jamais auparavant. Fin de citation. Donc, il y a quelque chose de radical dans cette position-là. Oui, c'est la position isolationniste, c'est la position America First. America First, dans les années 30, cela voulait dire que, et jusqu'en 1941, que l'Amérique n'allait pas s'engager dans la guerre européenne. Donc en fait, c'était les gens qui ne voulaient pas faire la guerre à l'Allemagne nazie qui utilisaient ce slogan. Je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet que le refus de s'engager en Europe chez les Américains des années 30 et du début des années 40, c'était exactement la même chose que le refus des Américains d'aujourd'hui de s'engager au Moyen-Orient ou en Afghanistan. C'est exactement la même chose. C'est l'idée, n'allons pas dans une région du monde dont nous savons qu'elle est vouée à la guerre et au chaos, et nous n'avons rien à faire dans cette région du monde. Mais c'est intéressant parce que chez Obama, si on complète le tour d'analyse des motivations de ces deux présidents qui se sont succédés, chez Obama, c'était une motivation beaucoup plus idéologique, c'est-à-dire il avait interné en tant qu'homme de gauche, voire d'extrême gauche, l'esprit de culpabilité de l'impérialisme entre guillemets américain, qui a imposé ses volontés d'abord en Amérique du Sud et aussi un peu partout dans le monde, là où les Américains arrivaient, ils imposaient leurs besoins et leur présence militaire, mais aussi à des fins économiques et financières. Et donc chez Obama, ça part la motivation à se retirer, à ne plus intervenir, part d'un autre point de vue. Mais ça a le même effet. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des présupposés qui sont radicalement différents. Obama, nous connaissons son opinion, on va dire sa vision du monde profonde, puisqu'il l'a exprimée avec une transparence, une clarté époustouflante dans son principal livre, son livre autobiographique, Mémoire de mon père. Et dans ce livre, il dit carrément que le sens de sa vie, c'est de transformer totalement les États-Unis, de superpuissance blanche et chrétienne en un pays ouvert, en un pays multiculturel et multi-religieux et qui n'imposera pas sa loi au reste du monde. La vision de Trump, peut-on supposer, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il a une vision d'une Amérique traditionnelle, donc d'une Amérique qui reste fondamentalement, on va dire, de culture, de civilisation européenne. Chez certains partisans de Trump, il y a même l'idée qu'il s'agit d'une Amérique blanche, n'est-ce pas ? Donc c'est une Amérique traditionnelle qui va être fermée au maximum aux nouvelles immigrations, mais en fait, les deux points de vue se rejoignent et aboutissent au même résultat sur le terrain. En politique étrangère, en quelque sorte. En politique étrangère, oui. Alors, et pour en revenir aussi à ce que vous disiez, il y a dans cette opération, enfin ce retrait américain qui a entraîné la troisième opération turque sur le terrain contre les Kurdes, il y a aussi c'est pour ça qu'on est inquiet en Israël, c'est qu'il y a le fameux axe Moscou-Téhéran, Ankara, qui a été relancé par diverses réunions qui se sont déroulées au mois de septembre, où Poutine a reçu le président
président iranien et Erdogan, le président turc, pour réaffirmer leur identité de vue sur une plateforme minimum dans la région. C'est clair que ce retrait américain laisse encore plus la place au rôle, je dirais, au rôle à la fois géopolitique et militaire des Russes. Oui, absolument. D'ailleurs, en fait, Trump ne s'est jamais opposé au rôle des Russes dans la région. Les Russes jouent un rôle très actif, très puissant dans la région. Ils s'appuient d'abord sur des alliés traditionnels comme la Syrie de la famille Assad. Ils s'appuient dans un deuxième temps sur des pays qui sont moins des alliés traditionnels, mais avec lesquels ils entretiennent de très bonnes relations, comme depuis toujours, comme l'Iran, en réalité. Les Russes s'appuient sur la Turquie si celle-ci veut bien discuter et coopérer avec eux. Quant à Israël, les Russes ont une relation un peu particulière avec Israël. Je t'aime, moi non plus, quelque chose comme ça. Non. Les Russes ont l'idée suivante, c'est que tout pays où une partie importante de la population parle russe en fait fait partie de la Russie. Donc en fait, les Russes disent à peu près aux Israéliens, écoutez, on n'est pas contre vous puisque vous êtes Russes. Donc n'ayez pas peur de nous. Nous défendons nos intérêts, mais on ne cherche pas à vous faire du mal, puisque vous nous appartenez déjà. Ce qui explique les efforts assez conséquents des deux parties, Tsahal et l'armée russe, pour éviter, se coordonner au plan logistique et radar et éviter des... Il y a une coopération qui a été décidée par Poutine lui-même. Alors, on rapporte, et il est très difficile de savoir à quel point ça reflète la réalité, ou si c'est une intoxication savante, comme les Russes ont toujours su la pratiquer, mais on rapporte qu'il y a des divergences entre Poutine et une partie de l'état-major russe sur cette question, l'état-major étant moins favorable à Israël, et Poutine tenant à maintenir un lien privilégié avec Israël. Allez savoir si, encore une fois, cela reflète la réalité ou si c'est une intox. Malheureusement, il y a une longue tradition russe pour intoxiquer les gens de cette façon-là. La guerre psychologique. Donc ce sont des choses réelles. Les Russes sont momentanément favorisés, mais les Russes sont également actuellement engagés dans une coopération beaucoup plus poussée que cela n'a été le cas dans le passé avec la Chine. Et on a parfois le sentiment qu'à très long terme, les Russes, sans trop le savoir, ou plutôt en essayant à court terme de glaner le maximum de cette relation, quitte à changer de position ultérieurement, mais en fait, les Russes préparent le terrain pour les Chinois. Mais est-ce que ce n'est pas lié à une tendance de fond qu'on a relevée depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs courtes années, à savoir que il y a eu l'échec de cette illusion de l'Europe de Vladivostok à Lisbonne, et les Russes, et surtout sous Poutine, et compte tenu des propres objectifs et des propres visions de Poutine, qui veut non pas restaurer l'Empire russe, mais qui a des visions assez dominatrices, impérialistes, qui sont en fait limitées par la faiblesse économique de la Russie par rapport à la Chine notamment. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ce que vous dites est lié au fait qu'il y a eu le tournant, j'allais dire, asiatique ou panasiatique de Moscou, qui s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe justement, y compris au Moyen-Orient, mais en fonction de ce que fait la Chine, en fonction aussi de ce qui se passe dans le Pacifique. On parlait d'Obama. Obama, l'une des raisons pour laquelle, entre autres, il a aussi levé le pied en ce qui concerne la présence militaire américaine, c'est que le Pentagone et l'US Army lui ont fait bien comprendre qu'aujourd'hui, les intérêts américains devaient être défendus en priorité
dans le Pacifique, par rapport à la Chine, par rapport au combat sur les îles, etc. Et au niveau budgétaire, ça suppose des choix. Alors pour en revenir à Poutine, est-ce que c'est pas lié à au fait que maintenant le président russe s'intéresse plus du tout à l'Europe, ou en tout cas au second plan, si ce n'est au troisième plan, et se préoccupe d'une stratégie au Moyen-Orient et ailleurs par rapport à son allié, mais aussi son partenaire concurrent chinois? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Tout d'abord, oui, le but de Poutine, c'est bien la restauration de l'Empire russe. Ah, c'est pas exagéré Il n'y a pas de doute là-dessus. Sinon, Poutine ne serait pas entré en Crimée, n'exercerait pas des pressions sur l'Ukraine. Ce qu'il reproche à l'Ukraine, on le sait, c'est une seule chose, c'est de vouloir être totalement indépendante de la Russie. C'est ça qu'il lui reproche. Sinon, il n'exercerait pas des pressions sur les anciennes républiques soviétiques, soit la République néo-stalinienne de Biélorussie, soit les pays baltes qui ont été soviétiques en gros de 1941 à... de 1939, on peut dire, ou 40 jusqu'à 1991, qui maintenant font partie de l'Union européenne. Cette inclusion des pays baltes dans l'Union européenne n'a jamais été reconnue par Moscou. Elle est considérée par Moscou comme une agression contre la Russie. Les Russes continuent à être extraordinairement présents en Europe. La plupart des pays de l'Europe, de l'ancienne Europe de l'Est, qui sont aujourd'hui des pays très marqués par leur opposition absolue aux migrants, par leur opposition absolue aux ingérences de Bruxelles dans leurs affaires intérieures. La plupart de ces pays, avec l'exception peut-être de la Pologne, qui est plus méfiante, ont une politique étrangère pro-russe actuellement. Il y a des liens traditionnels entre la Russie et les pays helléniques. Il y a une présence extraordinaire des agents d'influence russes dans les autres pays donc la Russie ne tourne pas le dos à l'Europe. Y compris la France. En France, on peut considérer qu'une bonne moitié de l'opinion publique française est plus ou moins sous l'influence russe. Tout cela a des conséquences extrêmement graves. Les Russes ne cherchent pas à jouer un nouveau rôle au Moyen-Orient, ils ne cherchent pas à jouer un rôle en Europe, ils ne cherchent pas à jouer un rôle en Asie. Ils cherchent à redevenir, ou dans leur esprit rester avec force, ce qu'ils croient être, par la volonté divine, une superpuissance mondiale. Ils se comportent en superpuissance mondiale. Alors, évidemment, nous avons en mémoire l'effondrement de l'URSS, et nous pensons que depuis ce temps-là, la Russie n'est plus une superpuissance mondiale, mais les Russes pensent le contraire. Ils pensent qu'ils sont toujours une superpuissance mondiale. Et le succès de Poutine a été d'incarner avec plus de force cette politique. Mais cette politique existait déjà sous Yeltsin. Dès l'arrivée de Yeltsin au pouvoir, la grande doctrine stratégique post-soviétique a été posée. C'est celle selon laquelle, partout où l'on parle russe, on appartient à la Russie. C'est la doctrine selon laquelle, partout où l'Union soviétique existait, les Russes sont dans une sorte d'extérieur proche et ont eu un rôle et une influence à jouer et à maintenir. Donc Israël, province russe. Mais à vous écouter et à nous écouter, tout d'un coup, évidemment, qu'est-ce qui ressort de ce que nous disons, c'est que c'est le retour aux velléités impériales, pas simplement de la part de la Russie, mais si on parlait tout à l'heure de l'axe Moscou, Téhéran, Ankara, Téhéran, l'Empire perse, c'est aussi une notion qui intervient beaucoup dans les discours solennels des dirigeants iraniens depuis quelques années, qui ne se suffisent pas de remarques antisémites, anti-israéliennes, mais qui font des allusions très claires à leur empire d'autrefois, et la Turquie avec l'Empire ottoman. Donc on a affaire non seulement à trois anciens empires
qui miroite encore un avenir radieux peut-être pour eux. Et puis un quatrième, puisque c'est l'empire du milieu, les Chinois, que dire de la Chine. Donc on a le retour des visions impériales qui peut-être se fondent sur l'éclatement des États et le fait qu'aujourd'hui, comme on l'a vu au Moyen-Orient, les États factices ont volé en éclats et puis même en Europe, il y a les problèmes des minorités. Donc est-ce que c'est à nouveau la velléité impériale est au goût du jour? Le grand historien grec Thucydide, au début de son œuvre majeure, La guerre du Péloponnèse, s'interroge sur la motivation profonde d'Athènes lorsque Athènes a voulu constituer un empire à son profit dans l'ensemble du monde grec. Et il s'interroge aussi sur les raisons pour lesquelles d'autres États, Sparte par exemple, n'ont pas accepté la domination athénienne. Et il dit ceci: nous supposons à propos des dieux et nous savons à propos des hommes que celui qui a du pouvoir l'exercera totalement et voudra en récolter le plus de bénéfices possible. C'est la loi d'Airain de Thucydide. Et je crois que l'observation de l'histoire mondiale nous amène à penser qu'effectivement, il en est ainsi. Que partout où quelqu'un a du pouvoir, il en use et parfois il en abuse. Et que partout où un pouvoir disparaît, eh bien, il y a d'autres candidats, il y a d'autres pouvoirs peut-être moins importants qui occupent le terrain perdu, le terrain abandonné. La géopolitique a horreur du vide. Mmh. Il y a eu une époque où, en théorie, en pratique aussi, le monde était divisé en deux blocs. C'est une situation tout à fait rare dans l'histoire humaine. Il y a eu souvent des situations où une région du monde était divisée entre deux blocs, deux alliances, deux empires. C'était la première fois que l'ensemble du monde semblait partagé entre deux blocs. Ensuite, nous sommes arrivés, après l'effondrement de la puissance soviétique, dans un nouveau scénario où on a eu l'impression qu'il y avait une seule puissance, l'hyperpuissance américaine, non pas la superpuissance, mais l'hyperpuissance américaine qui pouvait plus ou moins régenter le monde entier. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Maintenant, on entre visiblement dans une situation qui n'est pas la situation, disons, du pluralisme géopolitique. Les Français adorent se gargariser avec cette idée, un monde pluriel, polycentré, où personne ne peut exercer son hégémonie. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On est en train de parler, pour employer une expression chinoise, nous sommes en train d'entrer dans le monde des royaumes combattants. Nous sommes dans une situation qui ressemble beaucoup plus à celle de l'Europe et du monde. Il n'y avait pas que l'Europe, il y avait aussi les États-Unis, il y avait le Japon déjà, avant la guerre de 1914. Nous entrons dans un monde de ce type. Nous entrons à nouveau dans un monde de ce type. Et nous sommes dans une situation qui est encore extrêmement fluide, extrêmement fluctuante. On ne sait pas de manière claire quels sont les nouveaux empires. Bon, il est clair qu'il y a la Chine, il est clair qu'il y a la Russie qui poursuit son propre rêve. Il est clair que l'Europe, à ce jour, n'a absolument pas réussi à devenir une Europe puissance. Il y a des pays européens qui jouent un certain rôle, mais ils auraient tort de penser qu'ils sont capables réellement de jouer un rôle mondial. Il y a peut-être l'Inde qui va suivre, disons, les traces de la Chine. Il y a un géant en Amérique du Sud dont on ne sait pas encore exactement. Il a l'ambition d'être une superpuissance aussi, c'est le Brésil. On ne sait pas encore s'il peut vraiment jouer ce rôle.
Et puis, il y a la région du Moyen-Orient, avec effectivement la Turquie, l'Iran, qui sont des pays qui viennent de loin. Vous savez, l'Iran et la Turquie, il y a 100 ans, c'était un peu plus de 10 millions d'habitants. C'était des pays dont le niveau socio-culturel et économique était, par rapport aux puissances occidentales, proche de zéro. Aujourd'hui, par des voies différentes et souvent à travers des modernisations que les dirigeants actuels, aussi bien Ankara qu'à Téhéran, rejettent, la modernisation d'Atatürk en Turquie, la modernisation de la dynastie Pahlavi en Iran, ces pays sont devenus des pays assez solides, assez modernes, et sont maintenant des pays qui ont près de 100 millions, ils vont bientôt avoir 100 millions d'habitants l'un et l'autre. Ils redeviennent des États-empires et ils ont des ambitions impériales selon la loi de Thucydide. Alors, j'allais vous dire, puisqu'on s'achemine petit à petit vers la fin de notre temps pour ce magazine, mais un autre aspect me paraît important, c'est de vous dire, à vous écouter, et le petit Israël dans tout cela, parce que nous savons, confronté à une région instable, à une paix qui n'est pas du tout encore à l'ordre du jour, en tout cas de la part d'une partie du monde arabe qui n'a pas encore voulu accepter Israël. C'est plus le cas d'ailleurs d'un certain nombre de pays sunnites qui peut-être pour l'instant, de manière tactique, veulent s'allier à Israël contre l'Iran, mais on voit peut-être se dessiner quelques regroupements, mais qui sont peut-être plutôt conjoncturels que sur le fond. En tout cas, le petit Israël dans tout cela, qui doit encore vivre avec l'arme au pied, c'est le moins qu'on puisse dire, pour défendre des frontières problématiques, etc. On a l'impression que face à ces velléités impériales, etc., on se demande comment on va pouvoir faire entendre notre voix. Attendu que, il y aurait une réflexion, on en aura peut-être l'occasion de se revoir pour ça, c'est que dans la conception juive de l'Empire, dans la tradition juive, l'Empire, nous dit le prophète Daniel et tous les commentateurs, et le Maharal de Prague aussi, qui a établi une typologie, c'est qu'il y a un empire, c'est une valeur propre à la civilisation impériale qui se donne pour, je dirais, objectif vis-à-vis de tous les pays et toutes les nations environnantes, et qui veut imposer cette valeur ou ce mode-là aux autres. Et donc, on sait qu'il y a une classification, mais c'est de l'ordre spirituel et moins géopolitique, mais tout de même, ça recoupe l'histoire dans cette catégorisation, avec, si on met de côté l'Égypte, qui est un prototype, il y a eu l'empire babylonien, chaldéen, l'empire perse, l'empire grec et l'empire occidental. Mais donc aujourd'hui, comment ça c'est peut-être plus au plan, je dirais, des civilisations et des aspects spirituels des grands empires. Mais comment le petit Israël, plus prosaïquement, après ce tour d'horizon que nous avons fait, va pouvoir continuer sa route au milieu de ces géants? Écoutez, il est vrai qu'Israël est dans une situation compliquée, mais il est vrai aussi qu'Israël est un pays le plus efficace de tous les États de la région. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont deux journalistes arabes qui sont des experts de la chaîne en langue arabe Al-Houra. Alors, il est vrai que c'est le média arabe le plus pro-occidental. Ce n'est pas une raison pour négliger ce que disent ces experts. Et ces experts, dans une interview récente qui a été notamment traduite et diffusée par le Middle East Forum, ces experts disent Israël est le pays qui marche le mieux dans la région. Et d'une certaine manière, notre grande faute a été stupidement de nous acharner sur Israël au lieu de voir comment on pourrait travailler avec Israël. Ce genre de propos n'est pas du tout confiné à quelques intellectuels. C'est un type de propos qui commence à être très répandu dans un certain nombre de pays arabes, ces fameux pays arabes tels que l'Arabie saoudite ou les pays du Golfe, qui en fait, depuis très longtemps, ont eu une attitude beaucoup moins hostile et beaucoup plus réaliste vis-à-vis d'Israël.
que des pays comme l'Égypte ou que la Syrie ou que les pays du Maghreb. Jusqu'à quel point ces pays arabes voudront-ils faire une sorte de mariage, à la fois d'intérêt et presque d'affection avec les cousins hébreux, c'est une question intéressante. Ça a été une tentation du monde arabe au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y avait toutes sortes d'intellectuels arabes, y compris des intellectuels palestiniens, qui disaient « mais les Juifs sont notre bénédiction ». Grâce aux Juifs, nous allons pouvoir résister à la colonisation chrétienne. Il y a un peu un retour de cette perspective dans des pays arabes assez importants. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à une sorte de coopération stratégique. Anti-iranienne. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent à penser que cela pourrait aller plus loin. Oui. J'ajouterais ceci. Israël, donc, a beaucoup d'alliés, de facto, et a beaucoup d'alliés, de pays qui s'intéressent à son potentiel économique, technologique, voire même son potentiel en matière de civilisation. Il y a énormément de pays et dans certains pays, énormément de milieux qui s'intéressent à Israël. Vous prenez les États-Unis. Aux États-Unis, nul ne sait de quoi l'avenir sera fait si l'aile gauche du Parti démocrate prend le contrôle définitif de ce parti et si ce parti gagne les prochaines élections. Mais pour l'instant, vous avez des pans entiers de l'opinion américaine, y compris, et c'est très important, le même milieu qui soutient Trump et qui est plutôt isolationniste, le même milieu est très attaché à Israël par l'intermédiaire des chrétiens évangéliques. Vous avez un intérêt pour Israël important, comme je le disais, dans une partie du monde arabe, mais également dans une partie importante de l'Extrême-Orient, de l'Afrique. Israël a les relations qu'il a avec la Russie, on en a parlé, il a les relations qu'il a, on vient juste d'en reparler à nouveau avec l'Amérique. Il y a un potentiel de bonnes relations, même avec des pays qui sont aujourd'hui hostiles, comme la Turquie et l'Iran. Mais il y a de bonnes relations avec la Chine aussi. Il y a des bonnes relations avec la Chine, sauf qu'on ne sait pas... il y a deux problèmes avec la Chine. Le premier problème, c'est que... avec la Chine, on a la même problématique qu'avec la Russie. La Russie dit « mais vous êtes russe, alors n'ayez pas peur de nous ». Et les Chinois, ils ne disent pas ça comme ça, mais en réalité, c'est ça qu'ils veulent dire. Ils disent « mais si vous vous laissez manger, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de nous ». Donc, c'est ça le type de difficulté que l'on a avec ce type d'empire. Je crois qu'il est très difficile pour nous de déchiffrer ce que, d'un point de vue spirituel, ce que la situation actuelle signifie par rapport à la vision messianique, à la vision des 4 empires, à la vision messianique. Oui. On sait que, nos rabbinim considèrent que, en gros, géopolitiquement, le monde actuel est dominé par Édom, par l'ancien empire d'Édom, qui existe toujours sous forme non pas seulement d'une civilisation occidentale, mais d'une civilisation globale et universelle. Et cet empire d'Édom a absorbé les empires précédents. Alors il se peut que les empires précédents, chacun des empires précédents, ressurgissent un petit peu à un moment ou un autre de l'histoire, sans parler de l'empire qui n'est pas mentionné par le prophète Daniel. C'est Ishmaël qui est... Mais qui est mentionné par le Maharal dans son livre... Qui est mentionné par le Maharal. Où il dit que c'est le 5e empire qui se déclare lorsqu'Israël revient sur sa terre. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de difficultés. Je crois que Israël doit prendre conscience de ceci. Israël,
les Israéliens sont persuadés qu'il y a beaucoup de choses qui marchent mal en Israël. La réalité, c'est que Israël est, comme le disaient ces experts arabes, une réussite assez stupéfiante. C'est un pays qui est une réussite par rapport au Moyen-Orient, mais aussi par rapport aux pays occidentaux. C'est un pays qui a encore une culture nationale, qui a encore des valeurs spirituelles prépondérantes dans la plus grande partie de la population. C'est un pays qui a une démographie forte, qui indique donc une vitalité collective et un optimisme assez importante, qui a une créativité technologique assez considérable. C'est donc un pays qui marche, et il marche comment et pourquoi? Il marche parce que c'est un pays qui a su rester fidèle à lui-même, qui a su maintenir son identité juive au-delà des structures étatiques de Médinat Israël. Et je crois que c'est ça la grande leçon. Israël peut considérer que dans un monde extrêmement complexe, extrêmement chaotique, il peut se défendre, il peut maintenir et son existence et même son rayonnement à condition de savoir rester lui-même. Très bonne conclusion. Vous me faites penser par rebond à une autre conclusion de l'un de nos invités que j'avais interrogé longuement sur la crise institutionnelle et politique, et qui, tout en amenant ses propres, je dirais, remarques, etc., mais a quand même fait une remarque ultime en disant on a beau être en crise et il y a un risque qu'il y ait une troisième élection en Israël, mais on remarquera que malgré cette crise du politique et du système politique, qui est un autre sujet, le pays fonctionne parce qu'il a cette force dont vous parlez. Tout à fait. Eh bien, c'est sur cette note optimiste qu'on va prendre congé avec nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.